On sauve les abeilles, on mange des vaches, on écrase des moustiques et on pleure les bébés phoques. Curieux sens du bien, n'est-ce pas? Et pourtant, derrière ces contradictions, se cache une question vertigineuse. Toutes les vies ont-elles la même valeur? C'est à cette question, à la fois éthique, biologique et métaphysique, que nous allons nous attaquer aujourd'hui. Parmi les objections courantes qu'on pourra entendre en ce qui concerne la possibilité d'une définition universaliste du bien, figure ce que nous appellerons le problème du gradient de vie. Cette problématique est simple à décrire. Si le bien est ce qui favorise la conservation et l'épanouissement de la vie, alors comment déterminer ce qui est bien quand il y a compétition entre des vies différentes? Formulée à travers des exemples plus précis, celle-ci pourrait aussi se poser comme suit. À choisir, doit-on privilégier la vie d'un moustique ou celle d'un enfant? Ou encore, faut-il que je préfère concentrer mes efforts pour adresser prioritairement mon bien ou celui des autres? En résumé, existe-t-il des vies qui valent mieux que d'autres et faut-il en conséquence leur témoigner plus de bien? Là encore, si nous avons déployé le maximum de rigueur intellectuelle en vue de dégager une définition rationnelle du bien, nous nous devons de conserver un degré d'exigence équivalent afin de fournir une démonstration qui satisfasse ceux qui accordent de l'importance à la raison. Hans Jonas, philosophe allemand du XXe siècle, avait entrepris d'apporter une réponse à cette question en spéculant sur la variabilité du niveau de conscience susceptible d'être présent au sein de chaque être vivant. Tout en admettant que l'ensemble des formes de vie partagent une même essence vitale, Jonas observait que certaines espèces disposent d'aptitudes minimales d'éveil qui ne leur permet pas de se responsabiliser d'un point de vue moral et que d'autres, à l'inverse, sont pourvus de facultés qui les prédisposent mieux pour méditer sur ce qu'ils sont et pour penser et accomplir le bien autour d'eux.
C'est ainsi que Jonas proclamait que toute vie réclame respect, mais les vies plus riches le réclament davantage. Si de telles affirmations sont contestables, cela ne pourrait raisonnablement pas se faire au nom d'explications éthologiques. On pourrait en effet s'attendre à ce que certains arguent que l'homme, c'est-à-dire l'être qui d'après nos connaissances témoigne d'habiletés réflexives inégalées sur Terre, échoue en ce XXIe siècle à préserver la biodiversité sur sa planète. Qu'en conséquence, et malgré la prétendue richesse de sa conscience, il n'est pas parvenu à démontrer que sa vie a plus de valeur que d'autres espèces, et donc que la thèse de Jonas est invalidée. Mais ce serait, en vérité, manquer de comprendre que la vision de Jonas ne postule pas que le potentiel moral d'un être vivant doit ipso facto se concrétiser. Et oui, ce n'est pas parce qu'on a des inclinations cognitives pour penser et faire le bien que cela fait à coup sûr de nous de bons samaritains. Ainsi, la conviction de Jonas est que certaines vies sont plus riches que d'autres, non parce qu'elles exploitent bel et bien ce à quoi elles sont enclines, mais bien simplement parce qu'elles y sont naturellement prédisposées. En réalité, il y a une raison bien plus solide qui doit nous amener à détecter de la vulnérabilité dans le discours de Jonas. Car si, comme le soutient Kant, la connaissance n'est accessible qu'à travers nos sens, dès lors, il faut nous demander quel instrument de mesure nous pourrions utiliser afin d'évaluer le niveau de conscience qui réside en chaque être vivant et, partant de là, en déduire une inégalité entre les êtres. C'est en effet uniquement au prix d'un examen scientifique, tout ce qu'il y a de plus matériel et concret, que nous aurions assez d'assises rationnelles pour décréter que la conscience est un objet dont la variabilité est forte d'un individu à un autre. Et la vérité, c'est qu'il n'existe pas d'appareil capable de réaliser un relevé de la quantité de substances vivantes qui habitent en nous. Et que, vu l'essence insaisissable de la conscience, nous aurions sans doute toutes les peines du monde à en inventer un. De plus, affirmer que la réflexivité
ainsi que la propension à penser et faire le bien équivaut à la conscience, est un raccourci que nous ne pouvons pas tenir pour indiscutable. Et oui, quelle expérience matérielle pourrions-nous bien mener par souci de qualifier comme il se doit ce qu'est la conscience? Nous est-il permis d'en connaître la nature? Qui ou quoi nous dit que la conscience correspond à notre machine cérébrale et, par voie de conséquence, à ce que nous pouvons en tirer? Rien. Absolument rien. Et nous pourrions, à l'inverse, tout aussi bien imaginer, sans pour autant pouvoir le démontrer, que nos capacités cognitives sont semblables à un cockpit que notre conscience pénètre à notre naissance afin d'en faire l'usage qui lui plaît. Mais, bien entendu, tout ceci resterait de la pure spéculation. Nous n'avons, par conséquent, pour l'heure, aucun moyen physique de percer le mystère de la conscience. Ainsi, et puisque nous ne pouvons rien déduire de ce que nous ne savons pas prouver, il est préférable de ne pas différencier la valeur de la vie qui réside au sein de chaque être vivant. Dit d'une autre manière, notre réalité immédiatement perceptible ne nous apporte aucune information vérifiable nous permettant de conclure que certains êtres sont plus vivants que d'autres et qu'il est donc juste de les distinguer. Alors, que faut-il comprendre de tout ceci? Que le bien, étant par nature un principe universel, dont on ne peut dégager aucune prévalence nulle part, il convient en conséquence de tenter de le faire survenir partout, tout le temps, dès que le moindre micro-être vivant se présente ou non à nous, que nous devrions agir comme ces moines jaïns qui portent constamment un voile sur la bouche, de peur d'avaler involontairement un insecte, et donc de lui ôter la vie, fût-ce celui-ci minuscule? Faudrait-il que nous nous comportions tels des armées de Superman zélés, prêts à servir ceux-là même dont nous ignorons tout et qui ne croisent jamais le chemin de notre vie quotidienne? Non, bien sûr. Car, pour autant que nous le sachions, le vivant n'est pas constitué d'un ensemble d'êtres suprêmes, capables d'objectivité absolue et de transcendance
physiologique. N'en déplaise aux contempteurs de la matérialité et aux adorateurs d'histoires de super-héros de toutes sortes, nous n'avons aucun moyen rationnel d'attester l'existence de ces idoles bodybuildées qui revêtent, si admirablement soit-il, le slip par-dessus le pantalon. Au contraire, tout porte à croire que le vivant est composé d'un vaste kaléidoscope de subjectivité, toutes singulières et néanmoins interdépendantes, qui évoluent au gré d'un hasard déterminé en mettant à profit de leurs interactions une force aux limites clairement établies par leur machine biologique et par les lois implacables de la physique. En d'autres termes, il n'y a pas de surhomme ou de survivant, mais simplement, et c'est déjà beaucoup, des hommes et des vivants. C'est ainsi que nous voyons en quoi nous ne pouvons pas déduire du principe d'universalité du bien une impérieuse nécessité pour nous, en tant qu'êtres isolés et aux aptitudes finies, d'œuvrer à l'instauration du bien en tout lieu et en tout temps. Nous devons en fait identifier avec humilité où se situent les bornes de notre puissance et nous employer à l'utiliser autant que faire se peut dans l'espace et le temps qu'il nous est donné de traverser au cours de notre vie. Ce cadre dans lequel nous évoluons n'est pas uniquement délimité par la durée de vie qui nous est accordée ou par les kilomètres que nous sommes en mesure de parcourir, mais aussi par les impératifs biologiques qui s'imposent à nous afin que nous demeurions, autant que cela nous soit permis, des subjectivités vivantes explorant le monde réel. C'est pourquoi nous ne devons pas nous blâmer de tuer d'autres êtres vivants, qu'ils soient animaux ou végétaux, si cela concourt à la préservation de notre enveloppe charnelle. Nous ne pouvons pas non plus ignorer que notre corps occupant une certaine place ici-bas, il nous est impossible de nous empêcher de détruire la vie de petits organismes au moment où nous nous mouvons ou lorsque nous tentons de subvenir à nos besoins, qu'ils soient primaires ou secondaires. Sans remettre en question le principe d'universalité du bien,
notion qui paraît bel et bien exister au-delà de nous-mêmes, nous devons reconnaître que notre position dans l'univers, notre inextricable condition d'être subjectif, nous conduit à ne pouvoir exercer le bien qu'en qualité d'être fini, c'est-à-dire limité par l'espace, le temps et l'impératif d'assurer l'entretien de notre machine biologique. En ce sens, le bien est un concept universel, mais son application pratique est relative au sujet qui tente de le concrétiser. De ces observations, il serait hasardeux de conclure qu'il nous faut vivre exclusivement de manière à maximiser le bien que l'on se fait pour soi. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à compter du moment où je parviens à satisfaire l'essentiel du bien qui m'est nécessaire pour perdurer, et si tant est qu'en prodiguer à d'autres ne freine pas ma capacité à en jouir moi-même, pour quelle bonne raison estimerais-je judicieux de m'abstenir d'en distribuer aux autres? Jugerions-nous vertueux un comportement qui vise à refuser à autrui ce dont nous-mêmes bénéficions? En d'autres termes, est-ce que notre attitude irait dans le sens de la conservation et de l'épanouissement des êtres vivants si nous mégotions sur le fait de leur en partager? Bien sûr que non. Moins de bien, voire pas de bien dispensé à autrui, ce n'est de toute évidence pas pour enrichir son capital de biens. Alors, bien entendu, parvenus à ce stade de nos réflexions, une question se pose inévitablement à nous. À partir de quand est-ce que nous jugerions qu'un individu est assez rassasié en biens, de sorte que nous estimerions néfaste qu'il ne s'adonne en aucune façon au fait de tenter d'en communiquer à d'autres? D'emblée, il faut voir qu'il est très difficile de répondre à cette question si l'on considère uniquement le volet épanouissement de notre définition du bien. En la matière, les modalités pratiques pour le favoriser étant sans nul doute diverses, il est impossible d'en dégager quelques lois applicables pour tous les êtres vivants. En revanche, il est beaucoup plus facile de détecter des principes généraux en ce qui concerne le versant conservation. Un être qui a fini d'œuvrer à sa propre sauvegarde
n'a aucune excuse pour se refuser à aider ceux qui l'entourent à faire de même, si tant est que cet effort n'implique pas d'entraver ce qu'il avait réussi à obtenir au préalable. Remarquons que si conservation et épanouissement composent tous deux la définition du bien, ils n'y occupent pas tout à fait la même place, en ce sens qu'ils n'y ont pas un niveau de priorité identique. Et oui, il est évident que nous aurions toutes les peines du monde à nous épanouir si nous n'étions pas d'abord capables de sécuriser notre conservation. Et, à contrario, nous pourrions certainement tirer un début d'épanouissement si nous étions en mesure d'assurer facilement notre conservation à moyen terme. Il faudrait être fou, voire suicidaire, pour prétendre que l'épanouissement passe avant la conservation. Car si tel était ce que nous avions en tête, alors il y a fort à parier que nous ne ferions pas long feu. Nous nous adonnerions à nos plaisirs, plus ou moins coupables, sans jamais nous soucier d'entretenir l'enveloppe charnelle qui rend ces plaisirs possibles, et nous finirions comme ces flambeurs de casino sur la paille. Ainsi, de ce que nous avons exposé, nous pouvons déduire une loi qui postule que le bien est un concept dont la définition est universelle, mais que la nature subjective et limitée de tout être vivant ne lui permet pas de se transcender afin d'ensemencer le bien partout et tout le temps. Que celui-ci est animé par l'obligation prioritaire d'assurer sa conservation et par l'ambition secondaire de parvenir à s'épanouir. Qu'enfin, une fois passée la barrière de la préservation individuelle, et à condition que de tels actes ne lui coûtent pas ce qu'il venait d'obtenir, il est fondamentalement bon d'aider son prochain. Un des nombreux problèmes chez l'homme est qu'en matière de biens, il n'est que très peu, voire pas du tout raisonnable. Sitôt qu'il est repu de conservation, il s'en va conquérir toutes sortes de formes très exotiques d'épanouissement, sans même se soucier de vérifier si les membres de son espèce, dont la survie est pourtant un prérequis à la sienne, ont eux-mêmes réussi à se sustenter de ce dont il est nécessaire pour exister. Pourtant, œuvrer à la sauvegarde de notre prochain par le biais de notre action désintéressée est un acte qui, en lui-même, génère bien plus de contentement que
toutes les acquisitions matérielles. Si de tels propos ne trouvent pas d'écho en vous, mais je sais que vous serez nombreux, bien que minoritaires, à comprendre ce dont il est question ici, alors essayez et vous verrez. Si, un noble jour, vous parvenez à vous débarrasser quelques instants de vos obligations biologiques et de la course à votre conservation et à votre épanouissement, tentez de donner et surtout en aucun cas de vendre un fruit qui vous aura coûté un labeur significatif, et vous constaterez que ce geste honorable distillera en votre esprit un parfum entêtant le temps de quelques savoureuses minutes. Un tel état de plénitude ne se décrit pour le coup par aucune séquence logique. Il se vit. Évidemment, il y aura ici ou là beaucoup de personnes pour contester la faisabilité de pareils conseils. On dira par exemple qu'il est aisé de parler de se prodiguer sans recevoir, et on sous-entendra qu'il est déjà délicat de garantir son propre bien. Qu'en conséquence, les bonnes actions sont un vœu pieux, une sentence facile de philosophe. À cela, on répondra que, certes, il peut être parfois ardu de sécuriser sa sauvegarde individuelle, mais on attirera leur attention sur le fait que la conservation est toujours plus difficile à obtenir dans un collectif lorsque le don y est absent. Ne pas s'y adonner, c'est donc quelque part se rendre la tâche encore plus compliquée. Et oui, si vous savez pouvoir compter sur une culture du don bien installée à l'intérieur de la communauté humaine qui est la vôtre, dès lors, vous améliorez vos chances d'en recevoir vous-même. Et il est évident que si, au sein d'une société qui fait la part belle à l'échange sous conditions, vous ne trouvez ni le courage, ni la conviction d'engager vous-même l'effort de donner sans attendre de contrepartie, vous n'optimisez pas, en toute logique, les chances de voir apparaître le paradigme du don et de la bienveillance désintéressée. Ainsi, le bien ne saurait être une injonction absolue à tout sauver, ni un prétexte à l'indifférence. Il est cette tension fragile entre le besoin de se conserver soi-même et la nécessité d'aider le vivant à prospérer autour de nous. Une tension qui exige lucidité, humilité et un sens profond de la mesure qui ne saurait toutefois s'embourber dans l'inaction et la paresse.
Le défi est posé. Apprendre à faire le bien, autant que faire se peut, et dans les limites même de notre condition, à l'aide de cette boussole que nous pouvons tous garder constamment active lorsque nous jugeons les choses de l'existence. Le bien, c'est tout ce qui concourt à la conservation et à l'épanouissement pour moi ainsi que pour tous les autres. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Non pas pour gonfler un compteur de vues, mais pour donner plus de chance à une révolution bienveillante et pacifique de se réaliser. Avant de vous laisser, j'aimerais vous inviter à un petit moment d'introspection. Dans cet épisode, on a vu que le bien n'est pas une injonction infinie à sauver tout ce qui vit, mais une tension lucide entre ce que nous devons faire pour nous conserver nous-mêmes et ce que nous pouvons faire pour aider les autres à se conserver aussi. Alors, je vous pose une question simple, mais essentielle. Dans votre vie de tous les jours, où placez-vous aujourd'hui cette limite ? Comment faites-vous la part entre le bien que vous vous faites et celui que vous pourriez offrir aux autres ? Je serais vraiment curieux de lire votre point de vue en commentaire. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode et en attendant, je vous souhaite de trouver et de faire le bien autant que cela vous soit possible.